bonsoir tout le monde. Donc on se retrouve pour la dernière table ronde, mais partez pas dès la fin parce qu'on a une petite surprise avec l'Happy Hour et on va voir qui peut battre Renaud qui était notre grand champion de l'année dernière. Faut le dire, il nous avait bien détruit. Donc on se retrouve pour la table ronde, donc créateurs de contenu, ils vous disent tout et j'ai la chance d'être entourée de deux cadors en contenu product management. Donc Timothée et Tanguy. Je vais vous laisser vous présenter rapidement, vous et vos médias. En une phrase. Vas-y Tanguy. En une phrase. Moi je suis Tanguy, je suis directeur produit d'une société qui s'appelle Omi et compagnie, qui distribue de l'alimentaire régénératif, et cofondateur d'un média qui s'appelle Le Ticket, qui envoie une newsletter tous les 15 jours et qui produit un podcast une fois par mois. Il y en a eu 2 pour le moment. Mais quand il s'agit de podcast, Timothée il a plus de choses à raconter. Ça y est, il commence à m'envoyer des fleurs. Moi, c'est Timothée. Je suis le cofondateur d'une boîte qui s'appelle Stellar, qui fait de l'accompagnement de carrière de product manager en particulier. On intervient, nous, à plein de moments de la carrière des PM sur des sujets comme de la transition d'une boîte à une autre, un PM qui veut devenir freelance, par exemple, ou qui veut juste donner un gros coup de boost à sa progression dans une boîte. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est comment tout ça s'est créé. Effectivement, comme le disait Tanguy, moi, tout ça s'est créé à partir d'une initiative qui était une newsletter qui s'appelle Product Inbox, qui a été très vite déclinée en un podcast qui s'appelle Clédwood, et tout ça a nourri cette boîte qui s'appelle Stellar aujourd'hui. Je pense qu'on va en parler juste après, quoi. Oui, c'est l'objectif là. Et je vois dans la modération, donc on est déjà en train de vous envoyer tous les liens pour que vous puissiez suivre les médias de Tim et Tanguy. Donc n'hésitez pas, c'est très pertinent et ça intéresse beaucoup. Moi qui étais product manager, bon voilà. Pour le coup, je suis contente d'être autour de votre table ronde vu que j'étais consommatrice de vos médias. Donc c'est cool. Pour le coup, donc, sur cette table, on s'était dit qu'on allait parler donc, création de contenu et voir les similitudes qu'il y a avec au final, la création de produits. Parce qu'au final, un média, ça reste un produit. Et en tout cas, c'est dans notre ADN. Donc, on réutilise ce qu'on sait. Et donc, pour commencer, on va commencer par le démarrement, le lancement. Donc, pourquoi vous avez créé ces médias-là? Quelle était la mission, l'objectif derrière? Et voilà, est-ce que vous aviez une stratégie dès le départ de vouloir recruter, visibilité, acquisition ou autre, ou pas? Je ne sais pas qui veut commencer. Vas-y Tanguy, honneur. Alors nous on a commencé un tout petit peu après que tu aies lancé Product Inbox, mais quand on a commencé en octobre 2020, c'est parti d'un constat assez simple. C'est qu'à l'époque, si tu voulais t'informer sur le product management, il y avait quelques ressources en français, mais le gros c'était des articles Medium. Et on s'est dit en fait, il y a des trucs, des choses extraordinaires qui se passent en France, dans des boîtes françaises, avec des histoires qui vont résonner parce qu'on connaît bien les produits. Et du coup, c'est ces histoires-là qu'on a envie de raconter. Donc ça, c'était l'idée de départ derrière le lancement du ticket il y a 1 an et demi. Et si je reviens aux motivations, la question que tu me posais au début, moi, il y avait 2 motivations. Une première, c'est que moi, j'ai beaucoup reçu de la communauté produit. On me sera peut-être amené à en parler. J'ai des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Je pense par exemple à Pauline Marolle, qui est aujourd'hui chez PlayPlay, à Chloé Martineau, qui a travaillé chez Mano Mano pendant longtemps. Et je me disais, ces gens sont extraordinaires. J'ai envie que ça se sache. Et il y a quelque chose d'un peu plus égocentré, c'est que en fait, c'est une super manière de rencontrer des gens hyper inspirants. Et donc ça, c'est les raisons du lancement du ticket, avec Kevin, qui est journaliste, et qui, lui, avait très envie de lancer un média et de voir la démarche entrepreneuriale associée. Et toi, Tim? Ouais, il y avait des points communs avec ce que vient d'évoquer Tanguy. Alors pour ma part, c'est un peu différent parce que je suis un peu un outsider. J'ai jamais été PM avant. Ce qui fait qu'il a fallu démarrer vraiment de zéro dans mon cas. Mais c'est pas arrivé par hasard. Moi, je faisais de l'accompagnement de start-up avant. J'étais un peu facilitateur pour ces start-up, un peu de financement, un peu de plein de choses. Et je leur présentais en fait des contacts pour les aider opérationnellement. Et j'ai très vite compris que le produit, c'était un enjeu très fort dans un moment où en fait tout commençait à se structurer sur l'écosystème produit français, quoi, du moins. Et donc, moi, si tu veux, exactement comme Tanguy, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'aider mes entrepreneurs sur ces sujets. Je commençais à consommer du contenu qui était exclusivement anglo-saxon, et j'ai très vite compris un truc, c'est qu'il y avait une énorme différence culturelle entre le contenu anglo-saxon et le contenu français, tu vois. La culture produit des boîtes, la manière de le faire, les mentalités, c'est pas les mêmes. Et donc, tu avais en fait un max de PM qui était complexé de ce qui se passait dans leur boîte, qui n'était pas du tout la réalité de ce qui était marqué théoriquement sur un article. Et je me suis dit, adaptons-le. Faisons un truc où en fait les gens vont un peu plus se retrouver dans ce qu'ils lisent. Et donc j'ai créé cette newsletter Product Inbox qui était encore de la sélection de contenu avec beaucoup d'anglo-saxons, mais où je commençais à ramener des références un peu plus françaises, quoi. Ouais. Et pour le coup, justement, pourquoi vous avez choisi en premier la newsletter?
Et après, parce qu'au final, vous avez fait pareil, hein, la newsletter, puis le podcast. Moi, pour le coup, donc, on m'a mis animatrice sur ce table parce que c'était l'after-produit, donc non, on commençait par le live, donc rien à voir, j'en parlerai aussi après. Mais pourquoi avoir commencé par la newsletter? Tanguy, peut-être parce que Kevin était journaliste, je sais pas. Non, la newsletter, c'est vraiment une démarche produit, on en parlera après. C'est notre MVP. À l'origine, ça devait être un site. Et on s'est dit, en fait, faire un site, il va nous falloir vachement de temps. Et si ça se trouve, il n'y a personne que ça va intéresser, ce qu'on va faire. Et puis après, il y a des démarches d'acquisition. C'est quand même plus difficile de générer derrière du trafic vers un site qu'a priori vers une newsletter où tu as un public captif. Donc au début, on s'est dit, on va faire une newsletter. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la première newsletter a été coupée en deux parce qu'un truc qu'on n'avait pas pris en compte, c'est qu'on écrit des articles tellement longs que c'était coupé dans Gmail. Et donc en fait, voilà, donc on avait pensé déjà 4 rubriques différentes et en fait, la newsletter c'est notre MVP. En fait, on s'est rendu compte que c'était notre produit principal et aujourd'hui, c'est une newsletter principalement le ticket. En tout cas, c'est pour ça qu'on est connu. Donc c'était plus par facilité. D'accord. Ok. Et toi, Tim, pareil? Ouais, moi je crois que c'était le seul moyen que j'avais pour commencer à me faire un peu commencer à mettre un pied en fait dans cet écosystème. Ça a été compliqué de lancer un podcast sans être vraiment visible, tu vois, d'un point de vue moyen aussi. Et en fait, donc moi c'est pareil que Tanguy, on a eu un peu nos aléas, tu vois, au début. La newsletter, elle a été lancée quand j'ai lancé un post LinkedIn qui a bien marché. Et en fait, le jour où le post LinkedIn s'emballe un peu, j'ai rien, quoi. J'ai vraiment rien. Et je dis qu'en fait, dans 15 jours, je lance une première édition où en fait, objectivement, j'ai que dalle, quoi. Donc ça a été pour moi un moyen d'action très rapide. J'aurais pas pu avoir la même vélocité avec un podcast, tu vois, où en fait, faut trouver des invités, faut te faire au format, faut acheter un micro. Enfin, tu vois, il y a un peu de logistique quand même, et il y a une marge qui est un peu plus élevée, quoi. Ouais, complètement. Nous, pour le coup, dans l'after-produit, c'est clairement ce qu'on a vécu. On pouvait pas lancer le live sans acheter un minimum de matériel. Anso, qui a fait partie des autres tables rondes, a vu, on a normalement énormément changé en termes de plateau. Le tout premier plateau, on avait peint à la main les caches jambes. C'était loin de ce studio qu'on a là actuellement. Et clairement, ça demande quand même de mettre un billet et tout. Nous, on a pu, parce qu'au final, l'after-produit, c'est créé via l'entreprise WeWoo. On a pu mettre un billet créé. Mais c'est vrai que nous, pour le coup, on avait lancé donc, le live. Et nous, c'était plus lié au fait que, avec la période de Covid, il y avait énormément de webinars. Et que c'était des personnes, au final, maintenant, qui faisaient les webinars enfermés chez eux, face à leur écran. Ouais, ça faisait un peu glauque. Et le deuxième truc, c'est aussi les personnes, généralement, quand elles font les webinars, c'est toujours avec un PowerPoint, généralement. Et souvent, elles vont traîner un peu ce talk-là avec ce PowerPoint-là pendant quelques temps. Et on s'était dit, en fait, ces personnes-là, elles ont plein d'autres choses à dire que seulement ce PowerPoint. Donc, on voulait aussi les mettre dans un contexte live, où, en fait, justement, nous, on ne vous demande rien de préparer. Et qu'elles ne pouvaient pas savoir à l'avance les questions, etc. Et les découvrir dans un autre domaine. Mais c'est sûr que de manière solo, en side project solo, on ne peut pas mettre un billet dans tout le matériel, etc. que ça nécessite, clairement. Et là, pour le coup, par rapport, vous avez tous les deux un peu la vision entre newsletter et podcast. Est-ce que vous voyez des avantages et des inconvénients entre les deux maintenant? Tim, si tu veux commencer. Ouais, avec plaisir. Ouais. Alors, ouais, il y a plein de points, c'est hyper intéressant cette question. Déjà, alors, si ce n'est que les sujets de préparation, moi j'ai beaucoup plus de préparation sur un podcast qui est lié à mon format. Il y a des gens qui vont faire des podcasts très simples et fluides où en fait ils vont enregistrer une discussion, tu vois, ils n'ont pas trop de montage derrière, il n'y a plus qu'à diffuser. Et objectivement, si tu processes bien ça, c'est très rapide, quoi. Une newsletter, c'est pareil, ça dépend de la ligne d'ISO. Pour comparer, moi, mes formats, j'ai beaucoup plus de taf sur le podcast parce que mon format, il est ultra monté, il est ultra préparé. Un invité en moyenne, c'est, je pourrais demander, il y en a qui sont dans la salle là, mais je sais pas, je pense que c'est 4 heures de préparation en moyenne selon les invités. Moi, j'avais à l'époque entre 10 et 15 heures de montage par épisode, donc c'était beaucoup plus de travail que la newsletter, quoi. Ça, c'est pour les sujets de production. Et après, en termes de développement, ce qui est assez différent, je trouve, c'est les feedbacks que tu reçois. Sur une newsletter, tu vas avoir accès à des stats de manière assez simple. Ton taux d'ouverture, ton taux de clic. Tu vois, tu as d'autres trucs que moi j'utilise pas trop mais que tu peux quand même essayer de mettre en place. Tu peux mettre en place des sondages, des trucs, tu vois. Globalement, tu peux la faire évoluer, quoi. Un podcast, franchement, tu lances ton épisode, il se passe rien. Mais rien. Tu as tes écoutes qui sont hyper subjectives et t'as pas de retour, quoi. T'as que dalle. T'as tes notes sur Spotify ou Apple Podcast et c'est fini, quoi. Et donc pour le développer, c'est beaucoup plus dur. Il faut, je pense, on pourra en parler, mais moi j'ai une newsletter liée au podcast qui m'aide beaucoup à développer ce podcast, quoi. Ouais, à faire un cheminement entre l'un et l'autre. Nous, du coup, on a fait... nous, la newsletter, c'est ce qui nous prend de loin le plus de temps. Ouais. En gros, chaque newsletter, je pense qu'il y a entre 20 et 30 heures de travail, de bout en bout.
Le podcast, on a appris de Timothée qui fait un super format, hyper condensé, hyper intense, etc. On s'est dit, nous, notre format, ce sera plutôt de raconter des histoires. Donc à l'arrivée, on va faire quelque chose où, au-delà du temps où on interviewe la personne qui est en face de nous, et ben en fait, il y aura assez peu de montage, il y aura assez peu de... On ne veut pas se remettre en plus ce coup à l'entrée pour pouvoir le faire. Parce qu'un des trucs qui est le plus important, c'est la régularité. Nous, on envoie des choses tous les 15 jours, un podcast tous les mois. Aujourd'hui, on est 2, on commence à être de plus en plus à travailler. Mais en fait, ce qui est dur, c'est de tenir sur la durée. Ça fait 2 ans, ce qui concerne, nous, 1 an et demi. Et en fait, on a aussi d'autres activités en parallèle. Donc, quand tu crées un média, la question, c'est est-ce que tu es capable de t'engager sur le fait que ça va tenir 1 an et demi, 2 ans, 3 ans et au-delà. Donc ça, c'est dans ta manière de le développer, ça va prendre vachement en compte. Bah justement, on reviendra sur ça de suite après. Juste, je reviens sur ce que tu disais, Timothée, sur tout ce qui était en fait un peu data, qu'on n'a pas les mêmes selon les médias. Pour le coup, justement, vous, dans les premiers pas, etc., quelle data vous aviez, lesquelles vous suivez et lesquelles vous trouviez pertinents pour vous dire, bah, entre guillemets, ok, je continue, il y a quelque chose, ou des objectifs que vous serez fixés en mode, bah, en fait, vous l'auriez arrêté, comme tu disais tout à l'heure, c'est un MVP. Un MVP, on sait qu'on va suivre quand même pour se dire, est-ce qu'on est sur la bonne voie ou est-ce qu'on développe, est-ce qu'on arrête. Donc, est-ce que vous aviez un peu cette démarche-là aussi au début? Qu'est-ce que vous suiviez? Quels étaient vos objectifs niveau un peu plus data? Nous, c'était très, très rythmé dans notre tête. On l'a lancé début octobre. Au mois de janvier, on avait 1000 abonnés. On s'est dit, OK, il y a 1000 abonnés, on a un taux d'ouverture à plus de 60%, ça touche des gens. Donc ça, on s'est dit, on est prêt à s'arrêter au mois de janvier si on n'a pas un marqueur très fort de il y a un intérêt. Et ensuite, on a toujours fonctionné comme ça. Que ça soit, et aujourd'hui, sur la newsletter, les 2 seules métriques qu'on regarde, c'est le taux d'ouverture, qui est resté stable dans le temps, de toute façon, c'est public, et le taux de désinscription. Parce que, et on n'a jamais fait d'acquisition payante, ce qui fait qu'on a des gens très qualifiés. Et nous, on n'a pas d'urgence, on n'a pas de business. C'est pas du tout la même démarche que, par exemple, je peux avoir moi dans ma boîte d'un point de vue où je suis directeur produit. Et c'est ça aussi qui est très agréable dans le développement de side projects de ce type-là. C'est que tu peux avoir des objectifs ambitieux, mais en même temps, savoir que tu n'as pas forcément des coûts énormes associés. Exactement, ouais. Il y a Jean-Guy87 qui te dit « Dis pas trop de conneries, Tanguy, on t'écoute avec Charlie ». Très bien. Voilà. Charlie, c'est la fille de Kevin. Okay. Comme ça, tu sais, t'es écouté. Et toi, Timothée, concernant les datas, est-ce que tu t'es fixé des objectifs ou pas? Ouais, je pense que le point hyper important que Tanguy a soulevé indirectement, c'est que quand tu lances un truc comme ça, il te faut un objectif. Ouais. Moi, je t'avoue que j'avais depuis très longtemps envie d'entreprendre, donc je savais que j'allais, si le truc me plaisait, que je prenais du plaisir à le faire, que j'y passais mes nuits, c'est ce qui s'est passé pendant 2 ans quand même à côté de mon taf, où j'avais pas de vie perso, je savais que j'allais continuer. La seule condition en termes de données, c'était que je recevais des retours, tu vois, que globalement ça aidait les gens quand j'en parlais avec eux. Et donc j'ai fait quand même beaucoup. Je disais tout à l'heure que j'avais pas beaucoup de retours, mais ce que je faisais, c'est que j'allais proactivement voir des abonnés. Et tu vois, il y a quand même pendant 6 mois au début où je faisais 5 à 10 appels avec des abonnés toutes les semaines, quoi, pour savoir ce qui se passait. Et là, si tu veux, tu vois bien oralement ce qui se passe. Et c'est une démarche d'ailleurs qui est très liée à ce que font les PM. Tu vois bien ce qui se passe dans leurs mots, tu vois. S'ils disent ouais, c'est sympa, mais sans plus. Tu vois, t'as pas envie de continuer. Par contre, s'ils disent, écoute, ça m'apporte telle valeur, j'ai appliqué ça dans mon quotidien, ça donne envie de continuer. Et donc ça, cumulé à effectivement une croissance des abonnés, même si c'est un peu une vanity métrique, tu te dis que tu continues, quoi, tu vois. Et juste avant qu'on continue sur ça, par rapport à ce que tu disais, est-ce que pour le coup, c'est ce qui t'a fait aussi dire, ok, en fait, je vais lancer Stellar? Est-ce qu'il y a eu une continuité à ça, ou est-ce que tu l'avais déjà en tête quand tu avais lancé, c'était un peu ton MVP avant Stellar? Stellar, c'était pas du tout. J'avais pas cette idée, pour tout te dire. L'idée a continué à évoluer, elle évolue toujours. Stellar est arrivé en étant complètement nourri par ces 2 initiatives, parce qu'à force de parler des PM, je pense que Tanguy, c'est pareil, tu vois et tu vis les problématiques des PM. Tu sens le besoin. Tu les vis parce que tu leur parles, parce que tu vois les articles qui émergent, tu vois ce qui intéresse moins, et il y a des trucs récurrents, tu vois. Et quand tu commences à être visible sur un métier en particulier, les gens vont te contacter pour que tu les aides à régler leurs problèmes, quoi. Et donc moi, c'est venu comme ça. Et si tu veux, après, t'as plein d'idées. Ça, c'est dur, par contre. C'est que quand tu deviens un peu lu par des gens, t'as plein d'idées qui émergent et tu sais pas quoi lancer. Et moi, j'ai eu beaucoup ce problème, je t'avoue, qu'en fait, il y a 15 000 trucs qu'on aurait pu lancer liés à ça, tu vois. Mais ça le nourrit pleinement Stellar, ouais.
C'est top. Et donc, pour le coup, je reviens à ce que tu disais, Tanguy, sur cette partie, on en avait parlé. Mais justement, en fait, je pense qu'un des freins qu'on peut avoir au départ, ou des personnes actuellement qui nous regardent, qui pourraient avoir des idées aussi de médias ou autres, le frein, c'est aussi de se dire, OK, comment je vais être régulier ? Comment on va pouvoir avoir une stratégie de contenu, une régularité, faire en sorte d'avoir la communauté qui nous suit ? Parce qu'au final, si on fait qu'une fois quand ça nous prend, on ne peut pas fidéliser non plus. Donc, on ne peut pas voir l'impact que ça a. Est-ce que vous aurez un conseil, vous, votre méthode, votre stratégie que vous avez pour justement avoir toujours ces idées ? C'est quand même avec un rythme très récurrent, avec en plus 2 médias. Nous, pareil, à l'After Produit, là, on est monté à un live par semaine, donc ça reste de la récurrence. Comment vous travaillez ces idées-là ? Est-ce que c'est des personnes qui viennent à vous maintenant que vous avez un peu de notoriété ? Est-ce que c'est vous qui allez continuer à chercher ? Comment ça se passe ? Nous, ça se passe de manière assez organique, c'est-à-dire que je vous racontais comment on a lancé le ticket Epic comme des produits. De l'autre côté, Kevin, qui est mon associé, est journaliste. Donc en fait, on a repris les mécaniques avec la conférence de presse. C'est pas conférence de presse, c'est la conférence de rédaction. D'accord. La conférence de rédaction, avec ces mécaniques, en fait, on s'est nourri de nos expériences de métiers qui sont assez différents. Et donc, et puis, il est journaliste. Et en fait, sa manière... Et il est outsider du produit. Et donc sa manière de percevoir, la manière dont nous on parle le produit, fait qu'il y a des articles qui sortent. J'ai un souvenir d'un sujet qui était Shape Up, qui est une organisation qui a été mise en place par Basecamp. Et on a fait un énorme dossier dessus. Et moi je me rappelle m'être dit à l'époque, ça va intéresser 10 pélos. Et en fait, c'est probablement celui qui a généré le plus de... Parce qu'en étant en dehors, il a senti qu'il y avait un truc autour de ce sujet-là, et c'est très souvent comme ça que ça se passe. Et donc, ouais, on essaie d'être connectés et parler. Moi, je parle avec un maximum de gens, et de temps en temps, il y a des trucs qui reviennent, et tu te dis, OK, il y a peut-être un truc. Et est-ce que vous arrivez à avoir quand même une vision, je sais pas, à 1 mois, 3 mois, 6 mois de ce que vous allez faire ? Maintenant, au bout d'1 an et demi, quoi ? Non. Ça reste toujours un peu mois par mois ? Ouais, on sait... y a des gros dossiers, on sait qu'on veut les faire. Parce que ça nous fait kiffer, en fait. Moi, j'adorerais faire un dossier sur l'écosystème produit de Berlin, l'écosystème produit d'Amsterdam. Ouais. Il y a des trucs de fou qui se passent là-bas. Il y a de plus en plus de product managers à Paris qui travaillent à Amsterdam ou à Berlin, etc. Mais voilà, après, par contre, il y a des sujets, on voit arriver. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, on vous receviez Doctolib et Blablacar. En fait, ils avaient des histoires de dingue à raconter. Donc là, un journaliste, il se rend compte qu'il y a une histoire de dingue à raconter. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ok, super intéressant. Et toi, Tim, c'est plus processé, c'est pareil? Écoute, sur le podcast, ça l'est. T'es obligé, parce que la logistique est hyper lourde. Ouais. Donc tu sais pas les sujets en amont. Par contre, tu vas quand même te fixer sur quels invités tu auras et quel planning de diffusion. Ça l'est d'autant plus quand tu sais que tu vas commencer à augmenter la régularité. Tu vois, moi au début j'ai commencé le podcast tous les 10 jours. J'ai vu que je serais sous l'eau très vite et que je pouvais pas continuer. Donc j'ai rediminué le rythme à 15. Là on est repassé à 10 depuis que j'ai relancé la saison 3 en avril. Et je passe à la semaine en septembre parce qu'on commence, tu vois, on a fait venir une personne, puis on va faire venir une deuxième. Et on commence à imaginer un peu comment on va faire pour s'organiser. La newsletter, c'est beaucoup plus rudimentaire. Je fais toujours un peu comme Kevin et Tanguy. Les sujets viennent au fil de l'eau, tu vois. Ça vient beaucoup de mon imagination. Dès que je lis des articles, ça me donne des idées. Mais pour le coup, j'ai pas de grandes thématiques qui me viennent en tête comme ça, tu vois. C'est vraiment de l'intuition encore beaucoup. Mais pareil, je pense que ça se processe très vite, tu vois. Mais donc, ça reste quand même aussi bien d'être de côté, au final, avec une très grosse part de veille, en fait. Ouais. De vraiment être resté connecté, de voir qu'est-ce qui se passe, choper la bonne histoire, comme tu dis, se dire, il y a un truc en ce moment, et avoir un peu, par rapport à la communauté, l'actualité, etc., se dire, OK, je vais parler de ça. Ouais, tout à fait. Okay. Et donc toi, tu disais, tu es plus notamment à voir un peu les histoires, etc. Et tu disais sur ton podcast, toi, tu planifies plutôt les personnes et après tu discutes, que tu connais quand même, je pense que tu les qualifies quand même. Et après, tu discutes avec elles du sujet que vous allez parler dans le podcast. Ouais, je fais en fonction de leur quotidien, forcément. Ouais. Je peux pas inventer leur quotidien. Bien Maintenant, j'ai une ligne édito et je m'y colle. Et donc, du coup, j'essaie de faire rentrer dans le moule ce qui est son quotidien, en fait. Ouais. Ça, c'est un peu la limite. C'est très dur d'ailleurs. Je crois que la question de base, c'était de se dire, pour les gens qui voudraient créer du contenu, comment faire, quel format choisir, tu vois. Il y a une chose déjà, c'est l'objectif, on en a parlé un peu, c'est hyper important. Pourquoi tu le fais? Est-ce que tu fais pour du business? Est-ce que tu fais pour la passion? Pour autre chose? Pour ton ego? Peut-être, je sais pas, c'est un moteur, je veux dire. Pas de sujet avec ça. Une fois que tu as cet objectif, il faut que tu ailles chercher le format dont tu penses sur lequel tu es le plus à l'aise, en fait. Si tu n'es pas à l'aise à l'oral,
t'embête même pas à aller chercher le podcast. Si t'es pas à l'aise à l'écrit, pareil. Et franchement, il y a des créateurs un peu connus, tu vois, un peu visibles, qui sont vraiment des contre-exemples. Shubham Sharma, pour ceux qui connaissent sur la partie no-code, c'est quelqu'un qui aime pas écrire. Ça se voit sur ses newsletters. Moi, je lui ai proposé de venir. Il m'a dit non direct. Et par contre, c'est quelqu'un qui est très à l'aise en vidéo. Il a fait un peu de stand-up, il adore ça. Et donc, il a juste transféré son activité personnelle et ses facilités sur la vidéo, tu vois. Tanguy et Kevin, ils avaient Kevin, tu vois. Bon, je dis pas que tu écris mal, j'en sais rien, je sais pas qui écrit. J'écris mal. Mais t'écris mal. Mais Kevin, il écrit super bien et ça se lit. Enfin, le ton est ouf, Oui. tu vois. C'est une des forces de le ticket. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est hyper important parce que c'est ça qui fait, comme Tanguy disait, que tu vas avoir de la régularité. Si c'est pas trop dur, trop douloureux pour toi de lancer un truc, ça ira tout seul, tu vois. Ah mais là, je te rejoins complètement sur ça. Nous, pareil, hein, en fait, l'after produit, le live, c'est clairement partie de ça. On n'avait pas forcément le temps ou une personne avec la compétence qui voulait écrire régulièrement, etc. pour écrire. Moi, personnellement, parce que ça venait d'un de mes projets, l'after produit, je pense pas que j'ai une aussi jolie plume que Kevin, même une jolie plume tout court. On a notre animateur phare, donc Marcel, qui lui est très à l'aise, on va dire, à l'oral, animé, etc. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on s'était lancé plutôt côté vidéo. Et live, c'était par rapport plutôt à la contrainte de se dire les invités qu'on va faire venir, ils n'ont pas forcément beaucoup de temps à consacrer, à préparer, etc. Ils sont déjà beaucoup sollicités et autres. Et on s'était dit, ok, le live, en fait, on leur demandera de rien préparer, on verra. Mais pour le coup, on a le même process que toi, c'est-à-dire qu'on identifie les personnes et pas forcément des sujets. Et après, on travaille avec eux de voir quelle est leur thématique, leur problématique actuelle et voir comment on peut confronter les idées. Donc, c'est un peu plus similaire. Pour étendre ma réponse tout à l'heure sur comment on trouve les sujets, nous, il y a un truc aussi qui nous aide vachement, c'est un set de choses qui sont importantes pour nous. En fait, on s'est rendu compte qu'en tant que média, tu as une responsabilité très forte sur ce que tu mets en avant et les choses que tu as envie de pousser. Nous, je te donne un exemple. On a toujours dit que la diversité, c'était important pour nous. Donc, on se débrouille, bien sûr, au niveau homme-femme, mais aussi, c'est très con, mais Paris, pas Paris. On essaye un maximum de prendre en compte ces choses-là. Quelque chose aussi qui est très important pour nous, c'est la responsabilité des product managers par rapport aux produits qu'ils mettent entre les mains des utilisateurs. Donc on essaye au maximum de pousser des histoires, des choses qui prennent en compte ces éléments-là. Et en fait, quand tu as un set de valeurs comme ça qui représente ton média et qui te représente toi aussi, mais en fait ça te donne plein de sujets. Un sujet qui nous avait pris, je pense que le sujet qui nous a pris le plus de temps et qui moi personnellement m'a le plus retourné, c'était le sujet de la parité dans le produit. Ouais. Et ça c'était un sujet, moi j'ai été manager de femmes et en le préparant, ça a remué plein de choses sur la manière dont moi j'avais été manager, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est très important, en tout cas c'est très précieux d'avoir un set de valeurs, de choses qui sont importantes pour toi en tant que média, que tu vas vouloir mettre en avant. Et je pense qu'on a une sorte de micro-responsabilité sur le fait de pousser aussi des bons sujets, des gens qui apportent des belles choses, etc. Parce qu'on sait qu'avec des produits, on peut faire plein de choses, des choses hyper positives et des choses beaucoup moins positives. Oui, je pense que ça se rejoint. Il y a vraiment à avoir un côté quand même, une passion, que ce soit sur le format, que ce soit sur les sujets qu'on va aborder. Sinon, on ne peut pas tenir le rythme. Ce n'est pas quelque chose qui va nous passionner, nous. Donc, comment on peut passionner la communauté au final? Donc, je pense que c'est un bon point. Pour le coup, le temps passe vite. Donc, on va déjà clôturer. Mais pour le coup, pour terminer, est-ce que vous avez des autres créateurs de contenu, produits ou pas produits, hein, connus ou pas trop connus, que vous voudriez partager à la communauté et voilà, qui pourraient aller voir en nous indiquant sur quel sujet c'est, si c'est pas produit, mais on partagera dans le chat. En tout cas, nous, ce qui nous inspire, il y a 3 choses. La première chose qui nous a inspiré au ticket, c'est tout ce que fait le groupe SoPress. Donc avec SoFoot, pédale pour le vélo, tampon pour le rugby. Voilà, on avait cette idée-là quand on l'a créé. Et après, on regarde quand même beaucoup ce que fait Johan Lopez avec Snowball, mais qui va au-delà sur toute la finance personnelle. C'est une newsletter à la base, il développe pas mal de choses. Et quelque chose qui nous a inspiré pas mal dernièrement, c'est le podcast de Léo Zers qui s'appelle Baladeur, qui raconte des histoires de gens qui sont allés sur l'Everest, qui sont allés dans la forêt amazonienne, etc. et qui racontent vraiment des histoires. C'est ce qui est notre patte au ticket. Donc voilà, c'est des choses que moi je conseille parce que c'est cool à les lire aussi et écouter. Ouais, n'hésitez pas à aller voir. Côté modération, on va vous mettre les liens. Et toi, Tim? Ouais, alors moi, je pense que tu as pareil, Tanguy, quand tu crées du contenu, tu en consommes beaucoup moins qu'avant. Enfin, je fais beaucoup de veille pour alimenter Product Inbox, mais par contre, tout le contenu, tu vois, hors produit et connexe, j'y vais beaucoup moins qu'avant. D'ailleurs, tu vois, du podcast, j'en écoute presque plus parce que passer trop d'heures à en faire et tout,
tu cherches du temps ailleurs, quoi. Mais par contre, j'aime beaucoup les formats très courts de contenu. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup LinkedIn, j'aime beaucoup ce format de synthèse, et Twitter, pareil. Donc, je suis beaucoup des gens là-dessus. Ouais. Au produit plutôt anglo-saxon, du coup, il y a des gens que j'aime bien qui sont en train d'émerger assez fort là. Akash Gupta, alors, je pourrais le noter si tu veux, c'est un peu compliqué. Ouais, donc, Akash Gupta, qui fait des trucs vraiment cool. Tu as une PM aussi, je crois qu'elle est chez LinkedIn d'ailleurs, qui s'appelle Shai Vichy, qui fait du contenu plutôt carrière sur le produit, qui est bien fait, qui est structuré. Elle en a même fait, je crois, un Google Sheet où il y a tous ses posts classés. Enfin, elle s'est vraiment embêtée. Et après, sur des créateurs qui parlent de création de contenu, qui sont hyper intéressants, très synthétiques, tu as Justin Welch, qui est assez connu aussi, qui fait des posts très courts. Et pour le coup, pour les gens qui veulent se lancer sur la création de contenu, c'est fou ce qu'il fait. Enfin, même ses newsletters sont dingues. J'aurais quoi d'autre? J'aime bien quelqu'un plutôt sur la partie sales qui s'appelle Thomas Rivois, qui est pareil, qui est en train de monter vraiment. Et tous ces posts, en fait, je m'arrête sur les 2 premières lignes parce que ça me fait vachement réfléchir. Des fois, il faut que je relise 3 fois. C'est un gars qui vraiment se décarcasse. Voilà, je crois que c'est un peu j'aime bien Benoît Dubos également, qui est un pote qui fait du contenu depuis longtemps maintenant, qui se débrouille bien. Super, ça fait plein de références là pour la communauté. Et surtout, voilà, n'hésitez pas aussi à suivre notamment vos médias à vous. Donc, clé de voûte, je regarde d'un pas dans le bon côté. Hein. Je te le file. C'est la fin. Le ticket est épique. Et Tim avec clé de voûte et Product Inbox. C'est une petite private joke. Pour le coup, on va rester nous sur le plateau et on va accueillir derrière la porte, il y a un peu tous les intervenants qui sont venus toute la journée et on va terminer avec l'Happy Hour. Donc pour ceux qui nous suivent, c'est le jeu pour conclure. Et donc là, on va voir qui peut battre Renaud, notre ex-champion.